Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout docteur à travers la première chaîne Leader. Chaque 25 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du paludisme sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. En Guinée, cette occasion a été mise à profit. À Farana, les autorités en charge de la santé et ses partenaires techniques et financiers ont choisi la région administrative de Farana pour célébrer cette journée de recueillement, de plaidoyer et de sensibilisation à outrance. Pourquoi Farana? Qu'est-ce que l'on peut retenir de cette journée? Quelles sont les perspectives pour éradiquer la maladie? Toutes ces questions et tant d'autres seront répondues tout à l'heure avec notre spécialiste, Dr Timothée Guilavogui, directeur national de l'épidémiologie et lutte contre la maladie. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et à celles des téléspectateurs qui sera la deuxième partie de l'émission. Pour nous joindre, appelez au 620 58 et 90 73. En attendant la libre antenne, nous allons poser quelques questions à notre invité et nous revenons à vous, docteur Timothée, juste après ceci. Sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la journée mondiale du paludisme en rétrospective, car c'est passé depuis le 25 avril dernier. Docteur, nous avons remarqué que cette journée a été délocalisée et ça a été célébré à Farana. Alors pourquoi Farana? Ok, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier. Et sachez que vous faites partie aussi des acteurs de lutte contre le paludisme. Et vous allez voir que la communication a une place extrêmement importante parce que le paludisme et tant d'autres maladies sont liées au comportement des êtres humains, d'où l'importance de communiquer afin de changer le comportement. Tout à fait. Alors, effectivement, cette année, la journée mondiale de lutte contre le paludisme a été célébrée dans la région de Farana. Et je voudrais vous dire que pour choisir une localité, il y a des préalables. On ne se lève pas un beau matin parce que c'est le programme national de lutte contre le paludisme et puis on choisit une localité. D'abord, il faut inviter les partenaires à une réunion de consensus et établir les critères qu'il faut utiliser pour pouvoir choisir une localité. Alors, le choix de Farana se justifie par deux critères majeurs. Okay. Le premier critère, Farana fait partie des régions où la prévalence est encore élevée, malgré les progrès qui ont eu lieu. Donc, ça veut dire que le problème existe à Farana, c'est comme à Zérekoré. Et la grande différence de Farana, c'est que nous n'avons jamais célébré dans l'histoire la journée mondiale de lutte contre le paludisme à Farana. Donc ce deuxième critère a aussi énormément pesé et c'est ce qui a fait que la journée mondiale a été célébrée à Farana et ça s'est très bien passé. Très bien. Alors vous allez nous rappeler le thème retenu à cette occasion. Ok. Les thèmes, les deux dernières années, c'était en fini définitivement avec le paludisme. Mais pour cette année, c'était prêt à combattre le paludisme. Prêt à combattre veut dire quoi? Si on considérait la lutte contre le paludisme comme une affaire des médecins, médicaliser la lutte contre le paludisme, aujourd'hui, il faut sortir dans l'ornière. Ce n'est plus simplement un problème de médecins ou d'agents de santé. Tout le monde devrait être prêt à combattre le paludisme. Ça veut dire que qu'on soit agent de santé ou pas, on a une part de responsabilité pour combattre le paludisme. Très bien. Farana, on revient dessus, est donc une référence contrairement ou par rapport à certaines régions administratives de Conakry. Docteur, on parle de paludisme. Il faudrait faire comprendre aux téléspectateurs c'est quoi le paludisme et quelles en sont les causes. Ok. Merci beaucoup. C'est tout à fait normal dès au début
de rappeler, sinon le paludisme fait partie des maladies qui sont connues, parce que qu'on soit agent de santé ou pas, et même à l'école primaire, on essaie de donner des notions de base. Notions de base, oui. C'est ça. Et actuellement, on a même un vaste programme écolier et religieux contre le paludisme. Nous voulons encore renforcer la capacité. Alors, en revenant sur la définition, la définition la plus simple, c'est que le paludisme est une maladie parasitaire qui est liée à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et ce plasmodium, pour se transmettre, a besoin d'un vecteur. Et ce vecteur n'est autre que les moustiques femelles lanophères. Alors, ça veut dire que même si le parasite existe, mais s'il n'y a pas de vecteur, le parasite ne peut pas se transmettre. Ça veut dire que le vecteur devient plus important que l'agent causal qui est même le plasmodium. Et si vous remarquez, vous verrez que l'essentiel de nos actions de prévention sont basées sur la lutte contre le vecteur. Parce que sans le vecteur, il n'y a pas de transmission. Donc c'est une maladie transmissible qui quitte d'une personne malade qui est piquée par le moustique et qui transmet à une personne saine en lui introduisant le plasmodium et qui développe la maladie. Très bien. Alors, ce sont les causes de la maladie. Il faudrait encore rappeler aux téléspectateurs les signes et les symptômes de cette maladie qui tue, hein, vraiment. Tout à fait. Alors, ça aussi, il ne faut pas diaboliser, comme c'était dans le passé, la manifestation clinique du paludisme. Tout dépend du niveau. Mais le signe le plus prédominant, et même au niveau communautaire, le signe à travers lequel la maladie est reconnue, c'est vraiment la fièvre. C'est-à-dire l'élévation de la température corporelle. Donc, à combien de degrés comme ça? Déjà, la température normale, c'est 37 degrés. 37, oui. Donc, après 37 degrés, en tenant compte, bien sûr, des légères variations de température au niveau de l'être humain, ça, c'est d'ordre spécialité. Mais dès qu'il y a une élévation à partir de 37, 5, 38 degrés, 39 degrés, jusqu'à davantage, pour nous, dans une zone endémique comme la République de Guinée, il faut penser au paludisme. Donc au niveau communautaire, ça veut dire que les agents communautaires ont des dispositifs qu'il faut pour tester à travers juste une bandelette de 15 minutes pour savoir si c'est du paludisme ou pas. D'accord. Alors, à côté de la fièvre qui est le signe le plus prédominant, il y a aussi d'autres signes tels que la malaise. Il y a des gens qui sont partis faire le test rapide juste à travers des malaises, des céphalées inexpliquées. Mais plus loin encore, vous avez des manifestations de paludisme compliquées, où on appelle ça la forme neurologique, où vous avez des convulsions, vous avez des enfants qui bavent, vous avez même les cas de coma. Et certains délires même. Oui, de certains délires. Il y a même des adultes qui délirent, ceux qui ne sont pas surtout habitués à faire fréquemment le paludisme, qui n'ont pas assez de défense immunitaire par rapport à la maladie. Alors, de telle sorte que, même après traitement, surtout chez les enfants, la forme neurologique du paludisme, il y a même des séquelles qui s'installent. Alors, c'est pour dire que... Les séquelles, qu'est-ce qu'on peut retenir à partir de ça? Les séquelles, d'abord, ça agit sur le niveau d'intelligence de l'enfant à l'école, donc ça diminue la productivité de l'enfant, parce que quand l'enfant commence à faire des convulsions, ça veut dire que le cerveau est en souffrance. Et il y a eu même des séquelles liées à des pathologies neurologiques suite au paludisme qui sont installées, des paralysies au niveau de certains enfants et qui les a accompagnés tout au long de leur vie. Alors c'est pour dire que si dans notre contexte, on pense que le paludisme est une maladie banale, en réalité, le paludisme n'est pas une maladie banale dans le sens que, sur le plan économique aujourd'hui, si vous regardez le poids économique du paludisme, tous les moyens que nous mettons actuellement en place, et vous regardez s'il n'y avait pas de paludisme, tous ces moyens, regardez la campagne de distribution des moustiquaires que nous sommes en train de préparer pour 2019. Nous avons besoin de 8 millions de moustiquaires. Avec 8 millions de moustiquaires, vous avez banalement plus de 40 millions de dollars qu'il faut investir. Et avec 40 millions, combien d'écoles on peut construire? Combien d'hôpitaux on peut construire? Combien de salaires on peut payer aux Guinéens?
Donc c'est pour vous dire que le paludisme est loin d'être une maladie banale. Loin d'être une maladie banale, il faut le retenir. Alors, parlez-nous un tout petit peu, comment ça va être la prise en charge, docteur? Ok. La prise en charge du paludisme dépend aussi des niveaux. Vous avez les niveaux communautaires. Les niveaux communautaires, comme je vous ai si bien dit, c'est à travers des actions simples. Parce que l'agent communautaire n'est pas comme le médecin. À travers simple fièvre, l'agent communautaire a des molécules. D'abord, il a les moyens de diagnostic au niveau de son trousseau, c'est-à-dire qu'on appelle les tests rapides du paludisme. Vous avez également, c'est-à-dire qu'à partir de la fièvre, il peut tester en 15 minutes, il est capable de donner le résultat. Alors, une fois le test est positif, il a ce qu'on appelle les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, c'est-à-dire qui sont actuellement des molécules qui sont efficaces à 100% sur des cas du paludisme et il peut administrer en fonction de l'âge des personnes. Très bien. Et loin de là aussi, l'agent communautaire peut également faire des activités de sensibilisation. Alors, au niveau hôpital, au-delà des cas simples, où il y a aussi des dispositifs pour prendre en charge des cas simples du paludisme, il y a aussi des formes, comme je venais de le dire au début, des formes de cas de paludisme grave, où il faut carrément passer à la forme injection. Et ça aussi, actuellement, nous avons des molécules qui sont très efficaces, et d'ailleurs que le personnel aime beaucoup. Vous avez l'artésunate injectable, et ça devient un médicament fétiche. Vous donnez à l'enfant qui commence à convulser, dans quelques minutes, vous voyez que l'enfant reprend petit à petit. Et même au niveau communautaire, nous avons aussi des suppositoires. Pour les enfants. Oui, des suppositoires pour les enfants que l'agent communautaire peut administrer le temps de déposer l'enfant dans un hôpital où la prise en charge est encore adéquate. Très bien. Vaut mieux prévenir que guérir, docteur. C'est pas moi qui le dis, n'est-ce pas? Alors, quels sont les moyens de prévention avant d'arriver à la prise en charge pour éviter la maladie? Tout à fait. Alors, la question, elle est plus importante parce que même si nous recevons des dons dans le cadre de la prise en charge du paludisme, mais comme j'ai dit, il faut raisonner en termes de coût d'opportunité. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire avec ces sommes? Donc, ça veut dire que la prévention prend une place importante. Il y a ce qu'on appelle la prévention collective et la prévention individuelle. OK? Alors, au niveau individuel, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides. OK? Et ça, c'est extrêmement important. Ces moustiquaires sont efficaces. En matière de prévention, les moustiquaires réduisent les cas de paludisme à près de 80%. Ça veut dire que dans une communauté où le taux d'utilisation des moustiquaires est très élevé, vous voyez une régression spectaculaire. Ça, on n'a pas besoin de le démontrer. Donc, il y a non seulement l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, et comme vous connaissez notre slogan, ça c'est toutes les nuits, c'est tous les jours, et pendant toute l'année, il faut l'utiliser. Et chaque 3 ans, on est prêt à renouveler les moustiquaires. Et vous ne pouvez pas imaginer avec quel prix il faut pour avoir 8 millions de moustiquaires. Imprégnés, donnés gratuitement. Donnés gratuitement, ce n'est pas payé. C'est vrai. OK? Vous avez, au niveau des femmes enceintes, par exemple, une fois le diagnostic de grossesse est posé, à partir de 28e semaine, la femme a droit à prendre non seulement des moustiquaires imprégnés d'insecticides, mais aussi il y a des médicaments qu'on appelle la sulfadoxine pyrimétamine que la femme prend chaque mois jusqu'à l'accouchement. Les deux préventions, à savoir les comprimés de sulfadoxine pyrimétamine qu'on appelle Fansida et les moustiquaires imprégnés font que les conséquences sur la femme et sur l'enfant, OK, sans revenir là-dessus, des morts-nés, des séquelles et des avortements, OK, peuvent vraiment se prévenir à travers ces moyens.
Oui. Vous avez également la lutte contre les vecteurs à travers la communication, c'est-à-dire à travers l'assainissement, parce que partout où le vecteur, comme j'ai si bien dit, c'est une maladie où le vecteur est plus important encore que l'agent communautaire. Parce que sans vecteur, il n'y a pas l'agent communautaire qui va causer la maladie. Ça veut dire qu'il faut détruire partout où le vecteur se produise. Donc tout ce qui est boîte de conserve, tout ce qui est eau stagnante, il faut les ordures. Il faut se débarrasser de ces ordures partout où il y a la ponte ovulaire des moustiques. On en vient, il y a des quartiers de ce Conakry qui sont réputés immondistes. Hein. On va revenir sur tout cela, vous l'avez dit. Le paludisme est loin d'être une maladie banale. En Guinée, le paludisme constitue la première cause d'hospitalisation et de mortalité. Un enfant meurt du palud toutes les heures, hein, ou chaque 10 ou 5 minutes. Et cela est toujours vrai aujourd'hui, docteur, même malgré la réduction considérable du taux de prévalence de la maladie. Ok, merci beaucoup. Si je dis que le paludisme n'est pas un problème de santé publique en Guinée encore, je passe à côté du message. Le paludisme reste encore un problème de santé publique. La preuve en est que si vous regardez le budget de financement qui va dans le cadre de la lutte contre le paludisme est important. Alors, mais cependant, il faut aussi savoir que dans notre pays, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une régression considérable du paludisme dans le pays. Il y a des régions aujourd'hui en Guinée où le paludisme n'est plus la première cause de consultation. Exemple, c'est Conakry. À Conakry, la prévalence est telle, dans nos hôpitaux, ce n'est plus la première cause. Bien sûr que nous ne confondons pas fièvre et paludisme. Très bien. Ok. J'ai dit déjà, aujourd'hui, les moyens existent. Les moyens les plus simples, qu'il ne faut plus confondre simplement fièvre égale paludisme. Ça veut dire qu'on considère paludisme lorsque le diagnostic est confirmé à travers au moins une simple bandelette de 15 minutes. Alors la prévalence à Conakry, qui est de 2%, qui était à 3%, qui est descendue à 2%. Depuis quand? De 2012, on était à 3% et en 2016, nous sommes à 2%. Avec une prévalence de 2% et les hôpitaux ont constaté, depuis que nous faisons le diagnostic systématique, que le paludisme n'est plus la première cause de consultation à Conakry. Donc, il y a des régions qui ont fait aussi des progrès énormes, comme la région de Kankan, la région de Kindia, la région de Bouquet, la région de Labé et beaucoup d'autres régions où de plus en plus il y a d'autres maladies diarrhéiques, des infections respiratoires aiguës qui sont en train de remplacer au fur et à mesure le paludisme. Donc c'est vrai, c'est un problème encore de santé publique parce que quand vous regardez le nombre de cas, on est autour de 800 000 cas de paludisme par an et près de 1000 décès par an, mais il faut reconnaître qu'il y a une régression considérable et qui est reconnue non seulement sur le plan national, mais également sur le plan international. Ça, c'est une avancée à saluer. Voilà. Tout à fait. Et avant de poursuivre notre journée mondiale en mode dites-moi tout, docteur, sur ce plateau et en direct de la télévision nationale, nous allons suivre un élément explicatif de la rédaction politique du journal Parler de Marouf Ba, rendu en studio par Ansoumane Toumani Kamara. À l'hôpital régional de Farana, la première cause de consultation reste le paludisme. Dans cette structure sanitaire, 3 patients sur 10 souffrent de cette pathologie. L'établissement assure la prise en charge gratuite des malades. Des antipaludiques sont offerts aux patients consultés. Si nous voyons, si c'est le palud simple, nous avons la CTA est disponible et se donne de façon gratuite. Si c'est le paludisme grave, nous avons l'artésunate injectable disponible aussi gratuite. À Farana, le palud commence à être beaucoup éradiqué. Beaucoup éradiqué parce que avec la distribution des moustiquaires et la prise en charge que les médecins, les infirmiers font, vraiment c'est salutaire ici.
Considéré comme un problème de santé publique, le paludisme est en baisse dans la préfecture de Farana grâce aux efforts des autorités sanitaires et l'implication des partenaires techniques et financiers. De 109 530 cas en 2017, la prévalence a chuté à 19 927 cas recensés en 2018. Et le taux de décès est passé de 98 cas en 2017 à 19 en 2018. Une amélioration qui réconforte les acteurs du système de santé. Il y a beaucoup de médicaments, il y a des équipements pour les détecter, il y a la volonté. Et le traitement est gratuit, les examens sont gratuits. Donc on distribue des moustiquaires aux ayants droit, notamment les femmes en grossesse, les femmes qui font des enfants. Les 480 000 enfants qui sont protégés chaque année, c'est vraiment un effort conjugué avec l'appui des partenaires, mais aussi avec l'appui du gouvernement qui nous facilite à atteindre les enfants dans les ménages. La célébration de cette journée dans la région vise à attirer l'attention de la communauté mondiale sur le fléau que constitue cette maladie et son impact dévastateur sur les familles, les communautés et le développement. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. Docteur, je reviens sur un de vos propos tout à l'heure. Vous dites que le palu ne reste toujours pas un problème de santé publique, que vous serez passé à côté du message, de la bonne information. Comme notre reporter l'a mentionné dans ce reportage, il y a eu quand même des avancées significatives. Alors, une petite lecture par rapport à ce que nous venons de voir. Mais, alors, je suis très content. Je serais piégé Pas du tout. Si ce que Farana disait était différent de ce que vous avez mentionné. Que je suis en train de dire. Mais je suis réconforté parce qu'il faut dire les informations telles que ça se présente. Et comme vous avez constaté, ça c'est partout dans tout le pays. Je serai un jour enchanté que vous soyez avec nous à l'intérieur du pays. Mais je n'ai pas été invité. Non, mais on vous invite, on vous prend en charge pour que vous-même, vous allez voir les réalités venant des directions préfectorales de la santé. Ça sera le 25 avril prochain. Non, 2019. avant même le 25. Le 25 n'est qu'une journée de célébration. Il y a plusieurs activités dont on a besoin de communiquer là-dessus. Et vous pouvez peut-être profiter de ces occasions pour préparer vos émissions basées sur la réalité et de façon vraiment autonome. Très bien. Alors, je voudrais vous dire que c'est ce que je venais de dire. Ça ne fait que confirmer la réalité, c'est-à-dire qu'il y a une régression partout en Guinée. Et c'est reconnu même à travers l'OMS, à travers l'Alliance des dirigeants africains. J'avais dit l'année dernière que nous avons été reconnus parmi les pays où vraiment la lutte contre le paludisme est significative, des pays qui ont été félicités. Nous avons eu le prix, son Excellence, le chef de l'État a eu le prix. Et la bonne nouvelle, c'est que on est en train aussi de faire actuellement la promotion de la santé communautaire avec le leadership de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, qui considère la santé communautaire comme étant la priorité des priorités. Que le malade vienne à l'hôpital ou pas, partout où il est, il doit être suivi. Et vous allez voir, je vous le promets, qu'il y aura encore des régressions plus spectaculaires. Donc, en résumé, par rapport à la lecture que nous pouvons faire, c'est que si la population, comme le thème le dit, prêt à combattre, si chacun pouvait faire un peu, ça ne reste que dès demain, nettoyer les alentours, bientôt la saison de pluie. Ça va être le début. Obligatoirement, les chiffres vont osciller un tout petit peu. Mais si on ne veut pas que les chiffres oscillent, que chacun prenne soin aux alentours de dégager partout où on peut avoir de l'eau stagnante pour ne pas que le moustique se reproduise. Voilà des efforts personnels que nous pouvons faire et veiller à ce que toute la population puisse dormir sous moustiquaire. Très bien. Docteur Timothée, je voudrais que vous reveniez un peu sur les chiffres. La prévalence exacte de la maladie. Au cours de ces dernières années, vraiment, il y a eu une chute considérable. Revenons sur les chiffres, les pourcentages, le taux de pourcentage. Tout à fait. Alors, comme vous le savez,
il y a ce qu'on appelle, pour n'importe quelle maladie, l'impact et les résultats. Alors, l'impact en matière de lutte contre le palu, l'indicateur le plus important, c'est la prévalence du paludisme. Et cette prévalence se mesure chez nous après chaque 5 ans, qu'on veut ramener à chaque 2 ans. Alors, en 2012, avec l'EDS mix, on a appelé l'EDS, on a associé aux examens du parasitologique du palu. Et c'est un examen qui est transparent. On rentre dans les maisons sur la base d'un échantillonnage de l'Institut des statistiques, du ministère du Plan. On prélève les enfants, on regarde s'ils ont le palu. La prévalence était de 44% en 2012. Alors, nous avons fait, entre 2012 et 2016, nous avons fait 2 campagnes de distribution de moustiquaires. Alors, c'est des 2 campagnes qui ont couvert complètement le pays, ce qui n'était pas une réalité dans le passé. Nous avons mis les moyens de diagnostic, des tonnages, des millions et des millions de tests rapides. Nous avons également donné des moustiquaires aux femmes enceintes et aux enfants de moins d'1 an dans les hôpitaux. Ça, c'est de façon continuelle, de façon routinière. Nous avons également mis, grâce à l'appui des partenaires, tous les médicaments qu'il faut. Sans oublier que la prise en charge est une prévention aussi. Parce que si la prise en charge est précoce, ça joue aussi le rôle de prévention parce que le malade n'a pas le temps de contaminer malgré qu'il y ait la présence des moustiques vecteurs. Alors avec tous ces efforts et la volonté politique au niveau du chef de l'État et au niveau du département également, c'est-à-dire qu'un engagement à tous les niveaux, effectivement, quand on a repris le même test en 2016 à travers l'enquête mixte PALU, que l'UNICEF organise, sur lequel les partenaires ont greffé aussi les informations du PALU, on s'est rendu compte qu'il y a eu des progrès énormes. De 44%, on est descendu à 15%. Ça, c'est au niveau national. C'est au niveau national. Et laissez-moi vous dire que la Guinée est très, très ciblée. Vous regardez les publications de CDC, il suffit de rentrer dans Google, vous regardez beaucoup de publications, les gens ont vraiment tendance à comprendre que la Guinée a un programme très costaud en matière de riposte contre le paludisme. Très bien. Selon l'OMS, dans sa stratégie mondiale 2016-2030, on voudrait que les autorités en charge de la santé soient en mesure d'éliminer le palu. Cela est-il possible, docteur, d'ici 2030 ? Bon, c'est un peu difficile pour moi de vous dire. Je pense que dire qu'en 2030, on n'aura aucun cas de monde sans palu. Un monde sans paludisme. C'est une vision. Hein? Il y a eu des visions. La première vision dans l'histoire de la lutte contre le palu, c'était l'éradication du paludisme. À l'époque, quand on a su les conséquences du palu, on avait directement pensé à une éradication du palu. Et aujourd'hui, malheureusement, on commence à quand même fixer des ambitions en fonction des échéanciers. Alors, 2030, dire qu'on n'aura pas un cas de palu, c'est un peu trop dit. Mais par contre, on ne sera pas aussi non plus très éloigné de cette vision. Ça veut dire que beaucoup de pays, quand même, vont essayer de réduire considérablement le nombre de cas de paludisme. Et à 2030, nous allons réévaluer cette vision et voir là où la régression n'a pas été importante, essayer encore de faire des appuis personnels. Mais par contre, il y a quand même des pays qui ont connu des avancées, malheureusement, qui sont en train de faire des petits reculs, liés surtout à la disponibilité du soutien financier. Vous savez, la lutte contre le paludisme ressemble à un boudin. Lorsque vous appuyez, vous enlevez la main, la portée initiale risque d'être dépassée. Alors, de la façon dont en Guinée, nous avons commencé à réduire, n'oublions pas que nous sommes en train de faire perdre des gens de leur capacité de défense naturelle, du fait de ne pas faire fréquemment
le paludisme. Alors, c'est de la même manière, on doit continuer à attaquer la maladie. Ça veut dire qu'on a besoin vraiment d'un autre soutien supplémentaire au niveau de l'État. OK? On parle de moustiquaires, nous avons besoin de 3 millions de moustiquaires. Malheureusement, on n'a pas les 3 millions de moustiquaires. Nous sommes en train de tendre la main à des partenaires avec des conditions difficiles pour avoir les 3 millions de moustiquaires supplémentaires. Alors si l'État pouvait encore doubler de l'effort dans le cadre de la riposte, et de plus en plus, l'État prend la responsabilité de financer la plus grande partie de la lutte contre le paludisme jusqu'à son éradication, je pense que dans notre pays, l'allure avec laquelle nous sommes en train d'évoluer, c'est fort possible qu'en 2030, le paludisme soit peut-être la 4e ou la 5e cause de consultation. Pour rappel, l'élimination, je reviens sur ce que vous venez de dire, complète du palu doit passer forcément par la volonté politique des autorités en mettant en place des mécanismes de prévention tels qu'organiser dans le temps les campagnes de nettoyage systématique et continu dans les grandes villes, les grandes régions, pourquoi pas dans les 5 communes. Alors, docteur, malgré la gratuité des soins, dépistage gratuit, les médicaments, etc. Du palu, certains centres continuent de prendre de modiques sommes avec les pauvres citoyens. Et vous qui êtes directeur aujourd'hui, on veut entendre qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce sens. Ok, merci beaucoup. Et pour moi, dans cette émission d'aujourd'hui, c'est la question la plus importante. C'est la question la plus importante en ce sens que vous ne pouvez pas imaginer l'effort que le gouvernement, le département, le premier responsable du département fournit énormément pour que tous ces médicaments soient disponibles au niveau du pays. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où le Fonds mondial, l'initiative du président américain, à travers des agences qui ne dorment pas, telles que Stop Palu, telles que CRS, telles que l'UNICEF, telles que beaucoup de partenaires. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'où des acteurs au niveau du programme national, au niveau des directions préfectorales, ne dorment pas pour avoir tous ces dispositifs. Alors, malheureusement, très malheureusement, à chaque fois qu'on demande à la population, on se rend compte que la population, malheureusement, ne confirme pas facilement cette gratuité. Alors que, je le dis, je le répète, le test rapide pour diagnostiquer le palu, il est gratuit, les TDR. Le médicament, lorsque c'est positif, est gratuit. Les moustiquaires pour les femmes enceintes et les enfants de moins d'un an sont gratuits. Tous les services, la goutte épaisse gratuite, les médicaments de l'artésunate dont je parle, qu'on appelle des médicaments fétiches en cas de paludisme grave, sont vraiment gratuits. Tout est gratuit. Personne ne devrait accepter. Et ça, c'est un droit. OK? C'est un droit. Et nous, ça nous fait mal parce qu'on voit que ça diminue notre effort. Justement, cette attitude pousse la population à aller sur le marché parallèle, se servir des faux médicaments qui coûtent moins cher, de 2 000 à 3 000 francs. Cela n'affaiblit-il pas aussi vos efforts? Et comme dirait l'autre, les médicaments de la rue tuent dans la rue. Tout à fait. C'est vrai, c'est du paradoxe. Au même moment, nous décourageons la population d'aller dans les marchés pour acheter le médicament à cause des faux médicaments qui ne font qu'augmenter d'ailleurs. Quand vous faites, il suffit simplement de faire des lectures, vous allez voir que les faux médicaments sont devenus un danger plus que le palu lui-même. Et au même moment, si on se rend compte aussi qu'il y a des problèmes d'accès de façon gratuite à certains médicaments, ça fait. Mais la bonne nouvelle aussi, je voudrais vous dire que non seulement au niveau du département, à travers la restructuration que son Excellence, Monsieur le ministre, vient de faire, vous avez aujourd'hui un service d'inspection qui est costaud. Et je ne peux pas vous dire jusqu'où on va jusqu'à l'emprisonnement de certains agents de santé lorsqu'on les surprend dans la vente de ces médicaments. Mais aussi au niveau des partenaires, par exemple de l'USAID, bientôt un projet va naître où il y aura des numéros verts, où on peut vraiment dénoncer les gens
qui sont dans cette pratique de vente de ces médicaments. Donc il y a des dispositions constantes et c'est l'occasion pour moi de sensibiliser à tous aux deux niveaux. Un, la population. Il y a des affiches devant les centres de santé où nous avons présenté l'image de ces médicaments pour les reconnaître, parce que ce ne sont pas que les seuls médicaments qui se trouvent au niveau des structures de santé. D'abord qu'on sache c'est quoi les médicaments de lutte contre le paludisme et qu'on soit aussi informé que c'est gratuit et personne ne doit accepter de payer ces médicaments. Très bien. Deuxièmement, au niveau également du personnel, c'est aussi l'opportunité pour que nos collègues puissent aussi comprendre à tous les niveaux que c'est vraiment gratuit. Très bien. Bientôt la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Je rappelle que nous sommes avec notre invité, Dr Timothée, directeur national de l'épidémiologie et lutte contre la maladie. Docteur, pour éradiquer le palu, signifie éradiquer l'anophèle moustique, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, et signifie également débarrasser la ville et son environnement des tas d'immondices. Et nous avons des quartiers réputés d'immondices, docteur, comme, moi je vais me permettre de les citer, Matoto Marché par exemple, Simbayagar, Carrière, Koza, que sais-je encore. Qu'est-ce qu'il faut pour nous débarrasser de cette d'immondices et puis pour parler un tout petit peu, pour être dans le même créneau que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2030, un pays sans palu. Ok. Alors, le numéro est déjà, ça sonne, mais répondez très rapidement. Non, en fait, rapidement, je voudrais dire que l'hygiène publique est fondamentale. C'est fondamental et très complexe, qui intéresse plusieurs départements, pas seulement la santé. Et pour moi, avant de parler des départements, chaque citoyen devrait savoir que lorsque je gère mal les ordures, c'est contre moi-même d'abord. Évidemment. Alors, de ne pas penser que le gouvernement ou tierce personne va venir tout faire. D'abord, pour se protéger, on est obligé de gérer nos ordures, de rendre notre environnement propre, pour ne pas que ces moustiques continuent à se produire. C'est la deuxième partie, on va prendre cet appel, docteur. Okay. Allô? Allô, oui. Bonjour, bonsoir messieurs. Vous allez bien, hein? Très bien, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je vous appelle Alexis, M. Dr Camara. D'accord, docteur, nous vous écoutons. Bon, je voulais poser une question vraiment à votre docteur. Oui, docteur Guilavogui Timothée, oui. Par rapport au paludisme. Très bien. C'est-à-dire de mieux détailler vraiment, c'est-à-dire les complications surtout vraiment autour du paludisme. Comment est-ce que le paludisme vraiment se complique vers le foie? Et vraiment, est-ce que vraiment que le foie vraiment gagne des problèmes par rapport au paludisme? Donc je voulais qu'il détaille ça un peu pour moi, parce que vraiment j'attends souvent aux médecins vraiment qui disent vraiment que quand le paludisme se complique, ça peut vraiment causer des problèmes au niveau du foie. Donc comment la migration là se fait vers le foie, donc j'ai besoin d'un détail pour ça. D'accord. Bon, d'accord docteur, vous avez compris son inquiétude. Tout à fait. Alors, heureusement c'est un médecin, il comprend déjà qu'il y a ce qu'on appelle des organes nobles. Tels que le foie, la rate, et que ces organes sont beaucoup aussi intéressés dans le cadre de la lutte contre, dans le cadre des manifestations du paludisme. Alors, quand on prend le niveau hépatique, il y a ce qu'on appelle la forme hépatique du paludisme, où déjà des plasmodium peuvent être emprisonnés, endormis, pour après se réveiller, faire des manifestations. De telle sorte que lorsque le paludisme évolue, même la rate, qui est le cimetière et en même temps production des globules rouges, sont tous affectés parce qu'il y a une perturbation totale au niveau de l'organisme. Et il y a eu des formes très compliquées de paludisme où, vers la fin, vous assistez à ce qu'on appelle des hépatomégalies, à ce qu'on appelle des splénomégalies, c'est-à-dire qu'une augmentation du volume de la rate et du foie. Et sans oublier que
ces médicaments déjà qu'on donne, avant que le malade ne soit admis, ne reçoit un traitement adéquat, s'il passe déjà dans la main de plusieurs agents qui ne sont pas avertis, rien que les médicaments qui sont métabolisés, soit au niveau du foie, soit au niveau des reins, déjà l'enfant vient, souvent les cas compliqués sont beaucoup plus fréquents au niveau des enfants, l'enfant vient déjà avec tous ces signes où déjà le foie est touché ou bien la rate est déjà touchée. Donc il le sait bien qu'il y a ce qu'on appelle les manifestations hépatiques du paludisme. Très bien. On a un autre appel. Allô? 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 Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, oui. Comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je suis là, je Riyad. Riyad, oui. Vous avez une question? Et l'âge de qui? C'était sincèrement c'est une petite question. Je la suis régulièrement. Très bien, oui. Et ça permet à tous ceux qui la suivent de revoir, d'évaluer son état de santé. C'est extrêmement important. D'accord. Toutes mes félicitations pour l'émission et pour la musique. Très bien. Merci à vous également d'avoir pu nous joindre sur ce plateau et puis féliciter notre invité. Hein. C'est les invités qui sont à la hauteur, pas moi. Alors, on a un autre appel. Allô, donc, docteur, c'était juste vous féliciter, vous les médecins émérites qui passent sur ce plateau. Hein. Non, c'est et nous sommes invités par vous. Allô? 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 Oui, comment va, madame? Oui, je vais bien. Et vous, monsieur, comment vous vous appelez? D'où vous nous appelez? Je vous appelle depuis Sois-Petit, je vous suis en direct. Sois-Petit. Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, allez-y, il est là. Mais éloignez-vous un tout petit peu de votre téléviseur, il y a un peu de bruit là autour de vous. Allô? Allô? Bon. Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Allez-y, messieurs. Allô? Nous vous écoutons, oui, messieurs. Allô, j'ai dit? Oui. Ce que le docteur dit, oui. Par rapport au produit, par rapport au produit, oui. Le docteur vend. Le docteur vend les produits. Allez-y, oui. Bon, vous êtes là, messieurs? Il a des problèmes de communication. Voilà, il est à Sois-Petit. Mais on a quand même compris le souci. D'accord. Et à chaque fois qu'on parle de gratuité, on n'est pas étonné d'entendre ces informations. Et comme je venais de vous le dire, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Aujourd'hui, au département, je vous dis, il y a une restructuration. Le service d'inspection est en train de faire son travail. Et comme j'ai dit, c'est un droit pour le Guinéen. Que tu aies les moyens, que tu n'as pas de moyens, la lutte contre le palu est gratuite. On a reçu gratuitement ces médicaments. À travers les partenaires, ça doit être donné gratuitement. À la population. Si nous qui gérons le service, on ne se permet pas de vendre ces médicaments, personne n'a l'autorisation de vendre ces médicaments au niveau des hôpitaux. Et que ces cas doivent être dénoncés. Il faut les dénoncer, on va les juger, on va les sanctionner. Chacun de nous vient d'une famille pauvre. Même si on ne reconnaît pas quels sont des acteurs, mais si partout où on passe, on voit que la population est satisfaite, c'est ça notre rôle. On n'a pas besoin de nous connaître. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à dénoncer. Dans les structures de santé, il y a des numéros de téléphone, il faut dénoncer. Très bien. Allô? 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 C'est parti. Alors, les produits sont vendus dans certains, pas tout, hein, dans certaines structures de santé. Malheureusement. Malheureusement, dommage. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, messieurs.
Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, comment vous vous appelez? Vous allez bien? Très bien. Votre nom, s'il vous plaît? Allô? Bon. Il y a un encombrement. Oui, la ligne, je crois, il y a trop de bruit autour de lui et puis on ne comprend pas ce qu'il nous dit. Allô? Allô? Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, c'est une dame? Allô? Allô, oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Oui, vous avez votre nom, d'où vous nous appelez, la question, s'il vous plaît. C'est dommage. Malheureusement, docteur, avant de prendre un autre appel, le 9 avril, hein, c'est le 9 avril, le décret s'est tombé quand? Ah oui, oui, c'était le 9 février. Le 9 février, correction, vous avez quand même eu une promotion. Tout à fait. Alors, vous étiez directeur, coordonnateur adjoint de programme PALU, de lutte contre le PALU. Aujourd'hui, vous êtes directeur national de l'épidémiologie et lutte contre la maladie. Je crois que vous êtes passé dans cette émission lorsque vous étiez coordonnateur. Je sais, vous avez cravaché, vous avez travaillé dans le programme Stop PALU, non pas Stop PALU, programme de lutte contre le PALU. Programme de lutte contre le PALU. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette nouvelle direction, les grandes ambitions, les priorités pour booster encore cette nouvelle direction et cette bonne opportunité. Tout à fait. Merci beaucoup. Puisque vous parlez de nomination, je voudrais remercier le chef de l'État qui, au-delà de toute considération, voudrait faire la promotion des jeunes cadres qu'il observe, qui est là sur le terrain, qu'il voudrait encourager. Et remercier également le ministre de la Santé, comme je vous ai dit, qui est dans une perspective de réforme pour que le système de santé guinéen soit un des systèmes de référence. Et nous sommes vraiment sur ce chemin. Je voudrais les remercier sincèrement. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hier j'étais coordonnateur national adjoint de lutte contre le paludisme, avec tous ces résultats que les partenaires nous ont permis d'avoir. Et aujourd'hui, je suis directeur national de l'épidémiologie et la lutte contre la maladie. Ça veut dire tout simplement quoi? C'est que désormais, je vais un peu m'occuper de tout ce qui est le suivi épidémiologique des différentes pathologies. Vous en avez les pathologies transmissibles, comme le paludisme, vous avez les pathologies non transmissibles. Et d'ailleurs, je voudrais profiter pour vous dire, pendant que nous sommes en train de parler de paludisme, il y a une bombe qui est en train de se présenter, qui s'est préparée, c'est les maladies non transmissibles. Ces maladies non transmissibles, je vous cite quelques-unes, c'est le diabète, c'est l'hypertension artérielle. Ce sont ces accidents de circulation. Regardez les taxis-motos, allez-y à la morgue, vous allez voir le nombre de corps issus de ces accidents de circulation, le nombre de cas d'accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est une autre bombe qui est différente du palu, qui est différente du VIH, de la tuberculose, qui est en train... Alors, puisque cette direction s'occupe aussi de ces maladies non transmissibles, c'est pour nous aussi une priorité, sans oublier la situation épidémiologique de ces maladies, la surveillance de ces maladies que nous connaissons avec l'épreuve d'Ebola, et en tenant compte des facteurs de risque, des facteurs de risque sur lesquels il faut agir. Alors, c'est pour vous dire que cette direction, dans le cadre de la lutte contre la maladie, coordonne l'ensemble, l'essentiel des programmes de lutte contre la maladie. Que ce soit le programme de VIH, le paludisme, la vaccination, le programme élargi de vaccination, les maladies tropicales négligées et les maladies non transmissibles. Et d'ailleurs, je voudrais aussi vous informer que la première réforme de la direction sous l'égide du ministre de la Santé, ça a été d'abord
la restructuration des programmes de lutte contre la maladie. Avant, on avait près de 15 programmes de lutte contre la maladie. Aujourd'hui, nous en avons que 7 programmes, dont les 6 programmes relèvent de la direction de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie. Donc, vous voyez un peu une certaine logique, le paludisme où on pense qu'il y a du progrès. Et maintenant, on veut que la plupart des programmes aussi soient comme la lutte contre le paludisme, voire même plus que la lutte contre la maladie. Donc c'est pour dire que nous avons des ambitions et je pense qu'avec le soutien des autorités, on a de l'espoir, le département a de l'espoir qu'avec cette restructuration, il y aura une visibilité sur la situation de ces pathologies. Très bientôt, je vais faire d'autres émissions avec vous. Vous allez voir des surprises, mais également, ça nous permettra d'être plus efficaces contre les maladies qu'on pense qu'elles sont dormantes alors qu'elles ne sont pas dormantes en réalité. Très bien. Moi aussi, nous vous félicitons. L'équipe de Dites-moi tout, docteur, se joint à moi pour vous féliciter, vous encourager dans cette nouvelle perspective, docteur Timothée. Et on va prendre encore cet autre appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom et d'où vous nous appelez? Voilà. Bon, j'appelle de ça, je m'appelle Mamadi Tunkara. D'accord. Monsieur Tunkara, nous vous écoutons. Je voudrais demander à docteur allez-y. Quel lien faites-vous, il fait quel lien entre le paludisme et la jaunisse? S'il vous plaît, vous dites quoi? On n'a pas bien compris. Je dis bien. Oui. Y a-t-il un lien entre le paludisme, je veux dire, la jaunisse? La jaunisse. D'accord, la différence entre les deux. Nous connaissons cette maladie. Ouais, tout à fait. Bon, les spécialistes est là, il va aujourd'hui nous élucider tout cela. Oui. Ah, ça, c'est très bien. C'est une question très intéressante. Pertinente, oui. Pertinente. Je me rappelle moi-même quand j'étais petit. On disait souvent que je faisais la jaunisse. Je suis sûr que c'était du paludisme que je faisais et que c'était des conséquences. D'accord. Alors, effectivement, il y a un lien entre jaunisse et paludisme. Pourquoi? Parce que à chaque fois que la personne fait le palud, il faut savoir qu'il y a une hémolyse, il y a une destruction massive au niveau de ces hématies et que ces destructions se manifestent au niveau des yeux, au niveau des teguments, comme une coloration jaune qu'on appelle la jaunisse. Et lorsque vous voyez ces formes, ça veut dire que souvent c'est beaucoup plus fréquent chez les enfants, ça veut dire qu'il y a une destruction massive au niveau des globules rouges au niveau de cet enfant, il faut le débarrasser du paludisme. Et si ça continue, comme le précédent auditeur a si bien dit, c'est des manifestations hépatiques que ça peut entraîner ou bien au niveau de la rate qu'on appelle la splénomégalie. Et vous ne faites pas attention, l'enfant peut décéder ou la personne peut décéder. On n'a plus le temps, docteur Timothée. Je rappelle tout simplement que nous étions avec docteur Timothée Guilavogui, directeur national de l'épidémiologie et lutte contre la maladie, qui était notre invité de ce dimanche pour parler en rétrospective la journée mondiale du paludisme passée depuis le 25 avril dernier. Aujourd'hui, nous allons profiter, docteur, pour remercier nos aimables téléspectateurs qui nous envoient plein de messages. Je veux tout simplement citer quelques personnes. Madame Doumbouya Mabinti Silla depuis Besançon et Madame Silla Mimi Alafé à Paris. Madame Bangorantouma depuis Manchester, Londres. Voilà, ça c'est trois parties. Et puis, Monsieur Mandaou Fall, son épouse et toute sa famille depuis Djamalaï à Dakar. C'était tout pour aujourd'hui. Je remercie également l'équipe technique qui m'accompagne tous les dimanches pour la réalisation de cette émission. Il a dit qu'on doit dormir sur les moustiquaires imprégnés, sinon se débarrasser des ordures, des saletés autour des maisons. C'était tout. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous et gardez le sourire quoi qu'il arrive. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup.